Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lalvé est avec nous, le directeur général de Montpensier-Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir à Paul Jackson qui est à nos côtés également, le responsable de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Ravi de vous retrouver Paul. Bonsoir Grégoire. Et Hervé Goulet-Kerr nous accompagne également, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Un mot peut-être du schéma économique pour 2026. Hervé, je parle notamment des États-Unis. On avait 3% d'inflation en octobre en rythme annuel. On tombe autour de 2,5, 2,6 pour l'inflation cœur selon la dernière mesure publiée cet après-midi pour le mois de décembre. Et un rythme d'activité qui semble toujours robuste, voire très robuste, peut-être autour de 4% au moment où on se parle. Hervé, ça fait 3 ans qu'on vit dans ce schéma d'une inflation américaine qui baisse par rapport au pic qu'on avait atteint en 2022, bien sûr, et d'une activité qui reste particulièrement résiliente, voire au-delà de son potentiel. Est-ce que c'est encore un schéma valable pour cette année 2026 ? Il est clair que c'est ce que joue le marché. A-t-il raison ? Je pense il y a 1000 facteurs qui pourront nous surprendre cette année. Et donc, dans tous les cas, il faut rester agile. Et il y a peut-être des positions que l'on peut maintenir, genre par exemple la bonne tenue des matières premières dans l'environnement géopolitique que l'on connaît. Sur l'économie américaine, il faut sans doute faire preuve de plus de prudence. Mais dans les chiffres que vous donnez, c'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise du côté des prix, pas tellement sur le facial, c'est-à-dire une inflation entre 2,5 et 3. Bon, alors, il y a un peu de volatilité, mais on est plutôt sur une horizontale, en sachant en plus qu'avec les problèmes de statistiques, il y a une partie des promotions du Thanksgiving Day qu'on a retrouvé dans les chiffres de décembre, donc sur la partie marchandises où ça accélérait un peu à cause des taxes à l'importation. Bon, là, ça paraît ralentir, mais c'est peut-être aléatoire. Non, c'est si on fait un pas en arrière, du côté de l'inflation, quand on regarde la formation des coûts unitaires, donc les salaires moins la productivité, on est sur quelque chose autour de 1,5%. 1,5%, c'est un point en dessous du jalon bas de la tendance actuelle des prix à la consommation. Et ça soulage. Ça veut dire qu'il y a de la place pour des bizarreries sur certains marchés, peut-être les produits alimentaires, peut-être le marché de l'énergie. Il ne faut pas oublier que l'électricité, c'est plus 6% l'an. Et puis, ça permet peut-être à la logique de marché au sens large de mal fonctionner dans un certain nombre de secteurs. Ça peut laisser de la place pour les droits de douane. Donc en fait, ou alors de la place pour les profits unitaires qui montraient. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et si on dit qu'on est dans un régime stabilisé, on dirait il y a surtout de la place pour les profits. Et là, on voit bien la petite lumière qui s'allume du côté des marchés actions. Donc de ce côté-là, c'est pas complètement acquis, mais le message est rassurant. Du côté de la croissance, il y a la productivité. En fait, on est en train de revenir sur la tendance post-grande crise financière, post-2007-2008, autour de 2% l'an. Et ça, c'est quand même pas mal. Et ça permet d'absorber une partie du ralentissement de l'emploi. Faut pas oublier en temps normaux, on fait 200 000 créations d'emplois par mois. On est plutôt, dans le meilleur des cas, à 50 000. Et voire encore, zéro. Oui, c'est ça. Voire zéro. Exactement. Ça dépend quelle moyenne on fait. Et donc, alors, on n'est pas à 4% de croissance. On ne peut pas extrapoler 4, mais on peut au moins extrapoler 2, extrapoler un peu plus que 2. Et au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et 2 aux États-Unis, c'est plutôt pas mal. Donc, je dirais, la macroéconomie, elle console, au moins, à défaut de rassurer. Après, pour les marchés, ce qui va être très important, c'est ce qui va se passer du côté de la Banque centrale, de la politique monétaire, voilà. Et alors, petite parenthèse, on peut s'y attarder, mais la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine est déjà polluée pour un bon moment avec ce débat et ces positions autour de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Quel que soit le candidat de Trump, quelle que soit la nomination et la validation du successeur de Jérôme Powell, il devra quand même montrer un degré d'indépendance
vis-à-vis de la politique? Ça va perturber la fluidité de la décision de la Réserve fédérale américaine pour un certain temps encore? Je pense que c'est perturbant à un titre. Alors, il faut faire un peu d'arithmétique élémentaire. Au comité de politique monétaire, il y a 7 représentants du board à Washington, et puis il y a les 8 présidents de district dans le pays, dont 5 sont votants. Et la stratégie de la Maison-Blanche, tout à fait visible, c'est d'avoir une majorité qui lui est ralliée parmi les membres de Washington, 4 sur 7. Alors aujourd'hui, la Maison-Blanche doit se dire « j'en contrôle 3 », il faudrait que j'en contrôle 1. Ils n'ont pas pu virer Madame Cook. Et donc, l'affaire n'est pas terminée. Non, l'affaire n'est pas terminée, mais est-ce qu'il y a une solution de remplacement avec le président? Donc ça, c'est une dimension. Et l'autre dimension dont on parle moins, c'est les présidents de district. Ils sont 8. Sur les 8, à peu près, il y a 5 jeunes et 3 vieux. Les vieux, ça veut dire qu'en fait, ils pourraient sortir assez vite. L'ennui, c'est que les vieux sont ce qu'on appelle des colombes, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt pour un réglage monétaire souple. Et puis les jeunes, ceux qui sont là pour longtemps, sont plutôt pour un réglage monétaire plus strict. Et donc, en fait, dans le processus de nomination, ils sont choisis par leur banque de réserve dans les endroits du pays, et après ils sont confirmés par le board à Washington. Et ça, c'est en février que ça se passe. Et donc, dans la démarche de Trump, et c'est pour ça qu'il y a de l'impatience et de la maladresse, voire des initiatives choquantes, eh bien, il faut avoir une majorité à Washington très vite pour recaler tous les gens qu'on n'aime pas dans les districts. Et en fait, c'est ce qu'il essaie de faire. Et ça, c'est très perturbant au niveau de l'indépendance de la Banque centrale. Après, il faut quand même pas être très malin. Et il faut savoir que quand on est en situation, on défend tout de même l'institution, et en termes de loyauté, il y aura peut-être des conflits. La loyauté par rapport au président Trump, la loyauté par rapport à l'institution, et quelle synthèse entre les deux, bien malin. Mais en fait, je trouve que le président a très, très mal joué. Il aurait dû faire ça avec plus de prudence. Il a tout mis sur la table, éléphant dans le magasin de porcelaine, comme il est. Bon, on connaît la méthode. Sur j'ai l'impression, en écoutant un peu les prévisions macro de début d'année, Paul, que c'est difficile de bâtir un scénario très négatif sur la macroéconomie, notamment aux États-Unis. On peut toujours, je dis pas que c'est impossible, mais j'ai l'impression que même en se creusant la tête, c'est difficile de se dire qu'on va avoir un crash ou une récession, pour dire les choses, aux États-Unis. Ça fait des années que certains l'attendent, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de capitulation par rapport à cette idée-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si le risque n'est pas dans l'économie, est-ce que les risques principaux pour 2026 sont plus dans les marchés, alors peut-être? Moi, je dirais d'abord que le président et les républicains, ils ont fait le maximum pour enclencher une récession en 2025. Et malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi. Encore un échec de Trump, c'est ça? Ils n'ont pas réussi, donc je doute qu'en 2026, qu'il y en aura. Je crois que probablement, il y aura une accélération dans l'économie américaine, comme dans la plupart des économies ailleurs, avec la baisse des taux d'intérêt depuis quelques années, croissance de revenus réels. Il y a des impulses fiscales dans certains endroits, pas forcément aux US pour l'instant, mais je crois que l'économie mondiale sera en accélération. Mais je me méfie un peu des chiffres américains, pas parce que je dirais qu'ils sont de mauvaise qualité, mais en termes de croissance du PIB, la croissance de 4% qu'on vient de témoigner, pour moi, ça c'est un rebond après la faiblesse dans la première partie de 2025. D'accord. Et je crois qu'on a besoin d'attendre pour voir comment les choses se stabilisent. Et donc, en disant ça, je me méfie aussi un peu au sujet de croissance de productivité. D'accord. Parce que la productivité, c'est très cyclique. Ouais. Quand il y a un rebond économique, forcément, il y aura un rebond de croissance de productivité. Et si la croissance baisse, il y aura une baisse dans la croissance de la productivité. Donc,
J'en suis pas persuadé qu'on est à 4%, un rythme de 4% aux US, mais 2026, par rapport à 2025, je crois qu'il y aura quand même une accélération. Et avec ça, pour moi, c'est difficile à imaginer une bourse américaine qui irait vraiment mal. Fortement à la baisse. Ceci dit, je pense que, encore une fois, les actions américaines vont sous-performer. Ouais. Oui, c'est ça. Donc le schéma, le playbook de 2025 reste encore valable du point de vue de l'investissement. On a plutôt envie de profiter au maximum de ce qu'on peut des opportunités d'investissement en dehors des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les États-Unis, bien sûr, mais c'est un nouveau champ quand même pour l'investisseur qui s'est ouvert. Ouais. Et je crois à l'intérieur du marché américain, les choses sont en train de changer aussi. Oui, c'est ce que je rappelle là depuis quelques jours. Quand on regarde le bilan 2025, les Mag 7 sous-performent le S&P 500 l'an dernier et le S&P 493 se retrouve à faire une meilleure performance que les Mag 7, je crois, dans leur ensemble. Et je crois que parmi les Mag 7, il y en a 4 avec une performance moins de 15%. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il y en a 2 à peu près qui sont Nvidia et qui j'oublie. Google. Et Google, Alphabet, c'est les plus sûr, grosses, qui font mieux. Mais c'est les plus grosses. Qui font mieux, Microsoft, Amazon étant un peu en retard. Mais ça veut dire quand même que la philosophie de l'investisseur, là, c'est de rester pro-risque pour 2026. Oui. Et en fait, pour moi, ça c'est un des risques. Il y a un consensus. Consensus qui est assez important à ce sujet. Ouais. Bon, vos commentaires sur ces aspects un peu de perspective, Sébastien, et puis spécifiquement sur l'Europe et les bourses européennes, qui ont connu un très beau parcours en 2025, mais un parcours qui a été généré essentiellement, voire totalement, par de l'expansion de multiples. En Europe? Oui. Je parle en Europe. Oui, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que les moteurs de performance qui continueraient d'alimenter la progression des prix des actions européennes, est-ce que ces moteurs peuvent être un peu différents? Ouais. Déjà, je ne suis pas économiste, mais sur la croissance US, ce que j'ai compris de la croissance attendue en 2026, c'est qu'elle dépendait beaucoup de la baisse des taux et de l'IA, de l'impact, mais de l'impact fiscal aussi. Oui, d'accord. D'ailleurs, les rumeurs diraient que Trump remettrait un chèque aux électeurs qui n'ont pas l'intention de voter pour lui pour les midterms, parce que ça paraît mal embarqué, et qu'il fera ça. Donc la conso, elle est aussi soutenue par l'impact fiscal. Donc ça, faut pas l'oublier. Voilà. Alors sur les marchés, alors effectivement, entre les États-Unis et l'Europe, il s'est passé 2 choses différentes en 2025. C'est qu'en 2025, la croissance US s'est faite par croissance des résultats. Et si on regarde ce qu'on attend pour 2026, on attend à nouveau, je crois que sur le S&P, 12% de croissance des 12% de croissance des EPS. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 10 l'année dernière. L'Europe a fait 0. Et la croissance des marchés européens, c'est fait uniquement par re-rating, donc par expansion multiple. Parce que, et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au niveau des multiples, on est à peu près sur la plupart des marchés sur des niveaux historiquement élevés. Donc en fait, on se dit que pour que 2026 se passe bien, il faut une continuation du re-rating en Europe, mais avec des multiples qui sont plus si pas chers. Et aux US, on est déjà sur des niveaux très élevés. Alors, quand on a dit ça, le marché des acteurs, ça reste les États-Unis, et 50% des EPS et des résultats en 2025, c'était les Mag 7. Ouais. Et je crois que c'est 40% de la CAPI et 31% des résultats en consolidé. Donc, et qu'on attend à peu près 400 milliards, 600 milliards de CAPEX. Ouais, ça accélère. Oui. 600 milliards de CAPEX. Donc, il faut qu'ils les fassent. Donc, sur cette partie-là, il n'y a pas, je crois que c'est 400 sur les gros hyperscalers. C'est si on utilise Stargate et OpenAI et ainsi de suite, on est encore dans les 600. Donc, ça dépend quand même beaucoup d'eux encore. Et là-dessus, on sait que c'est une révolution, mais le seul sujet que j'ai avec ça, c'est j'ai écouté des gens qui, il y a 3 mois, m'expliquaient qu'NVIDIA est un monopole. Aujourd'hui, je crois que la part de marché de Google et des TPU sur le marché des chips, c'est peut-être plus de 20%. Donc, ça bouge vite. En fait, le problème que j'ai avec tous ces sujets-là, et notamment NVIDIA, c'est qu'on est c'est de la techno. Les monopoles n'existent jamais. La concurrence va toujours plus vite que ce qu'on imagine. Moi, mon problème, c'est pas qu'ils fassent leur CAPEX, c'est qu'ils n'ont pas déçu depuis combien de temps 4 ans.
Ça fait 4 ans que c'est que comme ça, qu'on passe notre temps à réviser en hausse. C'est beat and raise. Et que c'est beat and raise constant. Et l'histoire de la techno me dit que ça n'existe pas. Donc mon problème, c'est pas que ça s'effondre, ça ne s'effondrera pas, mais c'est que ça déçoit. Et le marché est volatile, versatile, oublie tout le temps ce qu'il a adoré. Et ça décevra, je veux dire, c'est des maths. Hein. Ouais. Donc le risque pour moi, c'est ça. Donc diversification en dehors de la tech et des US. Et en plus, on a juste un petit sujet qui s'appelle le dollar, qui va... donc une fois encore, je ne suis pas économiste, mais là, le consensus sur le dollar n'est pas vraiment haussier. Et je crois que la plupart des gens qui étaient investis sur le marché US et qui n'avaient pas hedgé, leur perf net, elle n'était pas terrible, en fait. C'est moins de 10% de moins. Et donc voilà. Et donc ça ne va pas s'arranger probablement en 2026. Donc la diversification en dehors des US n'est pas idiote. Alors après, au niveau européen, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, comme vous l'avez dit, ça a pas mal marché, mais c'est concentré sur peu de secteurs, la défense et la banque, et les financières notamment. Et donc ça veut dire qu'il y a plein de secteurs qui n'ont pas tellement marché. Nous, on pense qu'il y a notamment des choses intéressantes dans les valeurs de qualité. La qualité, la belle boîte de qualité qui a beaucoup d'irrité depuis 3 ans avec la hausse des taux. Le marché a été excessif en sanctionnant, alors ce qui a fait la fortune des gestionnaires d'actifs pendant des années, Sébastien, mais c'est vrai que cette quality growth, comme on dit, elle a sous-performé comme jamais là au cours des derniers mois, trimestres. En fait, le vrai sujet, c'est que pendant très longtemps, la concentration, enfin entre guillemets, faire son job de gérant diversifié était contre-productif parce qu'il fallait être super concentré sur une thématique hyper fine, avec très peu de noms. Et que c'est pour ça que les trackers aussi marchent très bien, parce que seuls les trackers arrivent véritablement à répliquer les indices dans vu leur poids. Il n'y a aucun gérant, il n'y a aucun fonds traditionnel qui peut avoir le pourcentage des GAFA ou bien des mêmes d'ASML dans ces indices. Donc voilà, donc il faut se diversifier. Nous, on pense qu'il y a des secteurs passionnants, comme par exemple la santé, qui n'a jamais été, qui aujourd'hui est un pic de décorrélation entre les perspectives de croissance et la valorisation. Donc ça, on trouve ça extrêmement intéressant, notamment. Les small et les mid-cap reviennent, elles ont surperformé notamment un peu en 2025, mais elles reviennent avec une véritable décote par rapport au large cap et par rapport au private equity, alors qu'en perspective de croissance, elles sont à nouveau sur des perspectives de croissance supérieures au large cap. Ouais. Donc les raisons pour lesquelles ça a sous-performé ont disparu. Ouais. Elles sont, peut-être pour les small mid européennes, ça marche bien aux US, le Russell 2000 remarche bien. En Europe, elles sont bien entendu plus domestiques. Donc il y a une façon de jouer, une espèce de re-souveraineté européenne. Alors, on verra bien. C'est un vœu pieux qui, jusqu'à présent, n'existe pas. Pour l'instant, c'est un objectif. C'est un objectif. Oui. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aime bien, c'est présenter tous ces objectifs de souveraineté. Par exemple, les boîtes de défense. Alors, effectivement, ce qui est intéressant avec la défense, c'est que pendant très longtemps, c'était vraiment des boîtes que tu n'avais pas envie d'avoir. Non. Parce que c'était pas forcément très bien géré. Parce qu'il y avait une visibilité qui était compliquée. Parce que c'était que des gros carnets de commandes. Mais avec des commandes, entre guillemets, non linéaires, ce qui fait que tu avais un gros trimestre, puis un petit trimestre, c'est dur à prévoir, donc les gens n'aimaient pas ça. C'est évidemment changé. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le PEG des boîtes de défense européennes doit être 1,3. Donc la valorisation rapportée à la croissance. Exactement. Quand il est 1,3, alors qu'il a plus de 2,3 aux US. Donc en réalité, il y a un vrai différentiel de valorisation là-dessus. Et ce que j'aime juste que les gens comprennent par rapport à la valorisation, c'est qu'en fait, les secteurs peuvent ce qu'on appelle de-rater ou re-rater, donc c'est-à-dire qu'on accepte de payer plus cher. Et des fois, comme dans le cas de la défense, aujourd'hui c'est justifié parce qu'il y a un avant et un après, pour toutes les raisons qu'on sait. Donc il est cohérent, parce que c'est mon côté prof qui ressort aussi, c'est que les multiples doivent être cohérents avec la croissance. À partir du moment où la croissance augmente et la visibilité augmente, il est justifié de payer un peu plus cher en multiples. Donc quand on dit « oulala, la défense ça a beaucoup monté », certes, mais il y a une partie de cette hausse qui est justifiée par ce new normal qu'on déplore, mais qui malheureusement existe et n'est pas prêt, a priori, de s'arrêter. Et par rapport à des US, je vous incite à regarder la vidéo de Mark Kelly, qui est un sénateur démocrate, qui a été menacé de cour martiale par Trump et ses acolytes, et qui a fait une vidéo sur comme quoi il se défendrait, et qui est assez, que je vous incite à voir. D'une certaine façon, je pense, entre Powell, la vidéo de Powell
Et je pense que le Corporate America et l'Amérique, d'une certaine façon, est en train un peu de se réveiller par rapport aux outrances qu'on a vues. Même au sein du Parti républicain, ça grince un peu quand même aussi, il faut le dire. Sur Powell, les républicains sont pas prêts à valider n'importe quel successeur de Jérôme Powell à n'importe quel prix. Enfin, il y a cette idée-là aussi, y compris dans le camp républicain. Juste économiquement, les solutions faciles n'existent pas, sinon la France aurait un PIB en croissance de 5% par an. C'est le déficit qui est 5%, c'est pas la croissance. Non, mais ça nous amène à dire un mot de cet interventionnisme débridé. Alors, avec le visage la méthode d'un Donald Trump, on a l'impression que c'est l'apanage des États-Unis, mais cet interventionnisme, on le voit partout, y compris dans une certaine mesure en Europe aussi. La commande publique vient nourrir le secteur de la défense, les groupes de défense. Et puis, on le voit désormais aussi à nouveau, j'ai envie de dire, au Japon, Hervé. Après les 3 flèches de Shinzo Abe, les Abenomics, on a une nouvelle première ministre qui semble vouloir profiter du momentum politique pour, renouer toujours plus avec l'idée d'une croissance japonaise. Alors, il y a deux points. Commençons par le Japon, c'est le plus conjoncturel, mais il y a l'interventionnisme et le changement d'époque que l'on vit. Et changement d'époque et marché boursier, c'est quand même une vraie question, quoi. Le Japon, oui, on a l'impression que la nouvelle première ministre veut rejouer l'expérience Abe et donc les Abenomics dans un environnement qui est quand même assez différent à un double titre. Le premier titre, c'est les prix. On a quand même une accélération des prix au Japon avec le sentiment que, comme les salaires sont en retard sur les prix, on va enclencher une espèce de boucle prix-salaire. Alors, est-ce que les gains de productivité vont suivre ? On n'en sait rien. Mais bref, l'inflation, c'est une autre histoire que celle de Abe, et les taux d'intérêt, c'est une autre histoire. Pauline nous rappelait tout de même l'évolution, et c'est vrai que la pente sur la partie longue de la courbe est quand même assez marquée. C'est la courbe la plus pentue du G7 ou du G10 même, le Japon. Donc, à ce titre-là, politique monétaire, on n'est plus dans les Abenomics. Politique budgétaire, elle veut nous dire qu'on est dans les Abenomics, mais en fait, on n'y est plus. Et on voit bien que la préoccupation de tout un chacun sur les dettes publiques est une préoccupation qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Et puis, troisièmement, il reste la flèche structurelle, mais qui est la flèche la plus compliquée à manier. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la flèche structurelle, elle la manie avec un populisme certain, qui est sans doute pas le meilleur moyen d'améliorer la situation économique du pays. Sur fond quand même de lassitude par rapport au PLD, au Parti libéral-démocratique, sauf 2 fois pendant 2 ans au pouvoir depuis que les Américains ont remis le pouvoir aux Japonais. Donc en fait, la brave dame, elle se dit, dans les sondages, je suis bien placée, j'ai une fenêtre. Mais alors, c'est ce que les sondages lui disent, mais si on voit l'image plus large du Japon et du Japon dans le monde aujourd'hui, en n'oubliant pas que les Chinois font des misères aux Japonais et que, en termes économiques, ça coince aussi. Bref, tout ça, je pense que la bourse qui s'agite. Alors entre la bourse et le yen, je préfère le message du yen, moi. Je trouve que on nous dit au Japon, il y a quelque chose d'hétérodoxe, il y a quelque chose de populiste. Est-ce que l'économie en tire ses marrons ? C'est peut-être pas sûr. Et puis, fondamentalement, on voit bien que, et le message est dans une large partie américain, que la phase néolibérale qu'on a pu critiquer en termes social, en termes politiques, mais qui en termes économiques avait quand même apporté des fruits plutôt sucrés, des résultats, un partage de la richesse créée dont la bourse a profité. On est quand même en train de passer à autre chose et le couple des dépenses publiques qu'on revoit toujours à la hausse et d'une dette publique qui, elle aussi, on revoit toujours à la hausse, nous dit quand même des choses sur les impôts, sur les prélèvements. Et donc, là où il y a des poches bien garnies, il y aura des mains de l'État dedans. Et donc, il faut quand même prendre cela en compte. Moi, je trouve que
on est face à des tas d'enjeux. Alors Edgar Morin parlait de polycrise. Il y a des crises partout et puis on a du mal à comprendre les interactions entre toutes les crises. Et on a un monde financier, un monde des marchés qui marche un peu comme si c'était hier, mais c'est plus du tout hier. Donc, on peut extrapoler à court terme parce qu'il y a de l'inertie, mais il y a un moment où il faut se dire ça marche différemment et les anticipations qu'on doit faire, faut les construire autrement. On sent bien que le marché essaye de tâtonner quand même pour mettre un prix sur ces changements, les conséquences de ces crises, etc. Mais c'est pas évident. Ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, j'imagine. Et juste un point, on voit bien que l'administration Trump l'a parfaitement compris parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour avoir les mains libres et faire en sorte que les taux d'intérêt à long terme ne montent pas. Ouais. Voilà, donc, oui. Bon, il y a de l'ingénierie derrière tout ça qui permet effectivement quand même de contrôler, comme on dit, la courbe des taux. Je veux bien un petit commentaire sur le Japon. Est-ce que c'est une zone d'investissement qui vous plaît pour 2026, Paul ? Dans mes allocations, je suis surpondéré sur les actions japonaises, mais je suis d'accord. D'abord, l'économie, les indications sont, pour moi, ils sont un peu dans tous les sens. J'ai pas une vision claire qui me dit que oui, l'économie japonaise vraiment est il y a une accélération, il y a une croissance forte. Je ne vois pas. Donc, je dirais, oui, il y a de la croissance, mais c'est un peu comme en France. Il y a de la croissance, mais c'est pas très, très dynamique. Je suis d'accord, ils ont créé une inflation qui n'existait pas depuis des décennies. Il faut toujours être un peu prudent. Si on veut créer de l'inflation, un de ces jours, ça va arriver. C'est arrivé au Japon. Et quand même, la Banque du Japon mène une politique qui à mon avis, n'est pas assez serrée. Il y a les taux qui restent trop bas, une bilan qui est énorme. Et ils ont besoin de normaliser leur politique monétaire. Ils le font. Ils ont l'ambition de continuer à le faire. Oui, Paul. ils le font, mais c'est très, très prudemment. Et les taux longs nous disent qu'il faut bouger. Plus vite. Le marché pourrait accepter que la Banque du Japon bouge plus vite que ce qu'elle ne fait aujourd'hui ? Peut-être pas le marché action, mais le marché obligation, plus ou moins, est en train de crier. On a besoin d'une Banque du Japon qui resserre qui resserre plus. Sauf la nouvelle première ministre, elle ne veut pas que ça se passe comme ça. Bien sûr. Elle veut mener une politique fiscale qui donne un boost à l'économie. Et l'ironie est que ça, c'est une recette classique pour une yen à la hausse. Oui, c'est ça. Une politique fiscale dynamique et une politique monétaire en train de resserrer. Orthodoxe. Oui, c'est ça. Ça doit permettre au yen de renverser son mouvement et de se réapprécier. Et le yen aujourd'hui est hyper faible. Hyper faible en termes de valorisation. Et à mon avis, il y aura un retournement un de ces jours. Donc c'est intéressant d'être acheteur de yens quand même à un certain point. À mon avis, oui, mais je le dis depuis 2 ans. J'attends le jour que ça retourne vers le haut. Mais le jour que ça arrive, il peut y avoir un grand mouvement négatif sur les actions. Bien sûr. Ça pose aussi la question de comment vous voyez évoluer les marchés obligataires en 2026. Alors, il y a l'exemple japonais où la pente continue de se former. Est-ce que ça veut dire quand même, quand vous regardez les grands marchés obligataires développés, notamment, est-ce qu'on retrouve des points d'investissement intéressants pour aller chercher de la duration, comme on dit, Paul ? À mon avis, c'est difficile. Moi, je suis toujours plus intéressé par les produits de duration courte. Par exemple, CLOs, les bank loans. Donc, les produits où il y a quasiment pas de duration. Aux US, par exemple, le taux sur 10 ans, entre 4,15 et 4,20, à mon avis, probablement, ça va monter vers 4,50. D'accord.
Et donc, je ne suis pas hyper intéressé par... Il y a encore par des coups à prendre sur ces parties longues. Et je trouve que au Royaume-Uni, je crois que c'est un marché qui a très bien performé depuis quelques mois. Peut-être qu'il y a un peu plus de possibilités encore une baisse de taux longue, mais ça ne sera pas énorme. Et ailleurs en Europe, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à anticiper. Le Royaume-Uni, petite parenthèse, pays que vous connaissez bien, Paul, a retrouvé un peu de crédibilité fiscale et budgétaire après l'épisode du dernier budget présenté en fin d'année par Rachel Reeves. Dans le monde actuel, vu les niveaux d'endettement, la crédibilité fiscale et budgétaire, c'est un actif important. Je crois, à mon avis, la crédibilité est toujours fragile. Au Royaume-Uni, en ce moment, il y a très peu de crédibilité pour ce gouvernement. Et c'est dommage parce que les résultats des élections étaient très forts pour ce gouvernement. Ils avaient la possibilité de capitaliser sur ces résultats. Des choses très positives et ils ont fait des erreurs à tous les coups. Donc la crédibilité est très, très fragile. Mais encore une fois, en parlant des politiques, de la situation politique au Royaume-Uni, ça peut nous donner quelques, je dirais, peut-être ça doit prévenir des problèmes à venir pour Madame Takaichi, parce qu'il y avait le cas de Theresa May. Oui. Qui a, dans les sondages, elle était très en avance, et donc elle a appelé une élection, et c'était une catastrophe. Et donc, elle avait perdu sa majorité. Donc, ça sera très intéressant au Japon à ce titre. Le Royaume-Uni est un pourvoyeur infini de leçons pour le reste du monde, à tous égards, je trouve. Et depuis longtemps, dit Hervé. Il nous reste quelques minutes, je change complètement de sujet avec vous, Sébastien, mais revenons au sujet de la santé. Vous avez un fonds santé, vous connaissez particulièrement bien le secteur des biotech. Est-ce que Abivax vaut 15 milliards aujourd'hui ? La rectocolite hémorragique. Faut se poser les vraies questions. C'est concret. Déjà, moi, ça m'inspire plusieurs pensées. La première, donc, c'était une société qui était monoproduit et dont le profil a changé extraordinairement avec des publications de résultats qui étaient trop bonnes sur un produit dont il y a un vrai besoin. Et en fait, le changement de management a été central dans le succès de la société. Donc moi qui suis un stock picker... Dirigé par Marc de Garidel, qui est un grand nom français dans le secteur de la biotech. Voilà, donc déjà, moi, ce que j'aime avec cette histoire-là, c'est de me dire que l'impact d'un manager est transformant pour une société. Donc en tant que stock picker, j'aime ça. Donc voilà, à l'heure de l'IA, me dire qu'un homme ou une femme peut tout changer, je trouve ça chouette. Premier point. Donc oui, c'est un marché qui est énorme, de plusieurs milliards par an, avec un produit qui a donc qui n'est pas encore approuvé totalement, mais qui a une efficacité forte, des concurrents qui sont moins bons, une façon de le prendre qui est simple, c'est une gélule. Donc tout va bien sur un produit qui est voué à faire plusieurs milliards. Donc la question, est-ce que ça vaut 15 milliards ? Moi j'ai regardé les analyses, c'est entre 12 et 20. C'est ce que disent les analystes. La presse a fait écho d'une offre potentielle d'Eli Lilly à 15 milliards. Il y aurait d'autres gens intéressés. Les maths, si le produit est approuvé totalement, les maths le justifient. Et c'est le bon moment. Alors, tout a un prix, évidemment, et rien de tel que le prix pour faire varier les sentiments. Mais c'est vrai que dans la stratégie d'Abivax, c'est ce qui la caractérise et qui la différencie aussi d'un certain nombre de biotech. C'est-à-dire qu'il y a Non, ce qui la différencie, c'est que ça a marché. Bon, d'accord. Et qu'on prête qu'aux riches. Moi, j'ai le point de départ indispensable. Il faut que le produit marche. Mais ils n'ont jamais voulu partager les revenus. C'est-à-dire, ils ont toujours eu comme objectif. Ils ont fait y passer. Ouais. Donc la stratégie, à un moment, les a amenés aussi au bord du précipice. Mais les résultats ont été bons, ils ont levé de l'argent, et aujourd'hui, ils sont financés jusqu'à fin 2027. Donc ils ont le temps d'attendre. Mais sans avoir jamais signé d'accord de licence ou de partage avec d'autres grandes pharma. La différence énorme, parce que la France, enfin l'Europe et surtout la France, a eu un vivier de biotech d'extrême qualité, et ce qui les a tués pour certaines, c'est le cash. C'est-à-dire le fait qu'elle levait infiniment moins que les concurrents américains, avec un écosystème beaucoup moins éduqué et un système qui passe
du CID, ainsi de suite, beaucoup plus éduqué aux US et beaucoup plus large, et qui donne beaucoup de temps, en fait. C'est ce que expliquait Stéphane Bancel de Moderna, c'est que ce qu'il a fait, il n'aurait pas pu le faire ici, parce qu'il n'aurait pas eu le temps et les ressources pour le faire. Pour lever 100 millions, quand on est une biotech française, il faut des efforts incommensurables par rapport à ce qu'une biotech américaine doit fournir pour lever 100 millions. Et dans la biotech, l'argent, c'est le temps, et vous permet d'attendre, et vous permet de vous tromper, de vous permet de fine-tuner les choses. Donc voilà, donc là, c'est un succès. Dans tous les cas, c'est une capille. Et c'est le moment pour eux de se vendre ? Quand vous passez de 300 millions de capilles à 10 milliards, le moment, après, on en a l'optimisation. Moi, ce que je retiens en tant qu'observateur, c'est que déjà, ça a boosté tout le secteur. Ouais. Et ça a redonné un peu vie à la biotech européenne et française, à des sociétés merveilleuses comme Selectis, comme Nanobiotics, comme Medincell, comme Valbiotis, comme d'autres. Sur Abivax, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, c'est que les maths font que le chiffre de 15 milliards ne paraît pas incohérent. En tout cas, c'est si ça correspond au potentiel de vente du produit. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est une société française. Ça serait la première sortie par le haut sur une société cotée française de ce niveau-là. Nous avons besoin de totems. C'est-à-dire qu'on a besoin de totems qui inspirent et qui font, qui ensuite... Et c'est une bonne nouvelle pour les Sofinova, pour les Truffle. Ça redonne goût à la bourse derrière pour des boîtes privées aujourd'hui qui vont plus... De niveau. Ça redonne, déjà, ça va donner beaucoup de fric à Sofinova et Truffle et ainsi de suite. Pour réinvestir. Pour réinvestir. Et en tout cas, pour avoir des TRI qui seront capables de relever des fonds, donc pour remettre de l'argent dans le système. Ouais. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc moi, là-dessus, je suis ravi. Et par rapport à la bourse, après, c'est l'éducation. Il faut qu'il y ait des gérants, des analystes et puis des investisseurs qui comprennent le temps long. Et comme je vous disais, moi, je pense que la santé est aujourd'hui le secteur le plus extraordinaire dans lequel investir parce que c'est celui qui est révolutionné par la technologie le plus. Et donc, que le marché l'a pas encore bien valorisé. En fait, il a été on revient toujours à Trump. Il a été un peu traumatisé par ce que disait Trump sur la pharma, sur le prix des médicaments. C'est la seule fois qu'il a valorisé la France, en disant qu'au moins en France, les médicaments, ils les vendent pas cher. Donc on va faire pareil, mais qu'en France, on les vend tellement pas cher qu'il y a plein de médicaments que nous, Français, n'en avons plus parce que les gens préfèrent les vendre ailleurs. Et au même niveau, c'est un peu le coup de gueule, sur les essais cliniques. La France, qui était un pays où il y avait beaucoup d'essais cliniques, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, parce que la réglementation est trop compliquée. Donc on ne fait pas tout non plus dans ce beau pays pour progresser aussi vite qu'on pourrait. On restera sur cette note. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Lalvé, Montpensier Arbevel, Hervé Goulet-Kerr, Accuracy et Paul Jackson, Invesco étaient avec nous en plateau.